Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue les cartes de la boîte La Cité Engloutie et aujourd'hui on commence les cartes, et j'ai oublié de vérifier les cartes, je vais appeler ça les cartes de spécialistes. Et je vérifierai prochainement comment ça s'appelle. Donc première carte, la carte de bibliothèque. Un soutien qui coûte 2 de niveau 1. Trait, objet et miskatonique. Deck, miskatonique ou érudit uniquement, limite de 1 par deck. Donc, je pense que je l'avais précisé au début, mais au cas où je vais faire le rappel. Ce que ça veut dire, c'est que cette carte-là, vous pouvez la mettre dans un deck que si l'investigateur a le trait miskatonique ou le trait érudit. Et je ferai ça pour toutes les cartes. Dans un premier temps, je parle de la carte en elle-même, et dans un deuxième temps, je vois qui y a accès, et qu'est-ce qu'on peut en faire avec les personnes qui ont accès, qui ont un bon intérêt à la prendre. Limite de 1 par deck. Réaction, par action, qu'est-ce que je dis moi, action, pas action bonus, la capacité gratuite. Lors de votre tour, s'il n'y a pas de soutien attaché à la carte de bibliothèque, dépensez une ressource, attachez-lui un soutien livre de votre main. Le soutien attaché n'occupe pas d'emplacement, limite de 1 soutien attaché. Forcé, quand votre tour se termine, placez le soutien attaché sous votre deck. Voilà, il y a une version de niveau 5. C'est un permanent. Et que je ne me trompe pas sur la différence. La différence c'est qu'au niveau 5, à la fin de votre tour, vous n'êtes pas obligé de mettre le soutien sous votre deck. Vous pouvez à la place payer une ressource. Et je vérifie. Et je vois rien d'autre. Bon, faut que je... Ainsi, je vois une autre différence. Version de niveau 1, pour attacher un soutien livre, il faut dépenser une ressource. Version de niveau 5, c'est gratuit. Par contre, niveau 5, il faut incliner la carte de bibliothèque. Niveau 1, ce n'est pas nécessaire. Ok. Voilà. Alors, on a une carte qui interagit avec les livres. Les livres, il y en a un paquet, essentiellement en chercheur, bien sûr. Il y en a aussi quelques-uns en mystique. Ce livre-là, vous allez l'avoir en jeu pendant un temps restreint. Avec la version de niveau 1, vous l'avez pour un tour. Vu que vous le faites entrer en jeu à votre tour et qu'à la fin de votre tour, vous le mettez sous votre deck. Avec la version de niveau 5, ça dépendra combien de ressources vous payez pour le garder en jeu. Voilà. Donc, quels livres ont des utilisations ? Quels livres peuvent être... par exemple, un livre qu'on peut utiliser 3 fois pendant le tour, on le fait entrer en jeu, on l'utilise 3 fois, puis on s'en fout de le conserver. Il y en a un certain nombre. J'en ai pris quelques-uns en exemple. Par exemple, chez les gardiens, il y a le livre des psaumes. Si vous faites un deck béni, il a 4 secrets. Pour une action, vous dépensez un secret, vous soignez une horreur d'un investigateur dans votre lieu, et vous ajoutez 2 pions bénis à la réserve du cas. Un exemple de soin plus autre effet intéressant. Le catalogue de chez Schaffner, il coûte 2, il entre en jeu avec 5 secrets, et s'il n'a pas de secret sur lui, vous le défaussez. Et ces secrets peuvent être utilisés pour payer les ressources des soutiens objets joués par n'importe quel investigateur dans votre lieu. Voilà. Donc, carte de bibliothèque de niveau 1. Pour une ressource, vous mettez en jeu le catalogue de chez Schaffner. Vous utilisez ces secrets pour ne pas payer de ressources. Et vous pouvez en faire bénéficier les autres. Voilà. À noter, ce que je disais tout à l'heure sur le fait que la carte de niveau 1 ne s'incline pas, potentiellement ce que vous pouvez faire, c'est carte de bibliothèque de niveau 1, vous dites je dépense une ressource, je fais entrer le catalogue de Schaffner en jeu. Vous utilisez ces 5 secrets pour payer des objets, il est donc défaussé. Et comme il n'y a plus rien attaché à la carte de bibliothèque, vous pouvez la réutiliser. Bon, il faut payer de nouveau une ressource. Par contre, la carte bibliothèque de niveau 5, vous l'inclinez, gratuitement vous faites entrer en jeu le catalogue de chez Schaffner,
Et s'il est défaussé, il est défaussé, mais vous ne pouvez plus rien attacher à la carte de bibliothèque, vu qu'elle est inclinée, et que l'incliné, c'est un coût à l'attachement. Voilà. Je regardais aussi, il y a ces deux cartes-là qui vont avoir des fatalités. Le De Vermis Mysteris, donc un soutien de niveau 2 qui coûte 2 chez Mystique. Action, incliner De Vermis Mysteris et placer une fatalité dessus. Jouez un événement sort ou perspicacité de votre pile de défausse en réduisant de 1 son coût. Après la résolution de cet événement, retirez-le de la partie. Alors là, c'est pas trop pour la carte de bibliothèque de niveau 1, mais pour la carte de bibliothèque de niveau 5, vous faites entrer gratuitement ce livre, vous l'utilisez une fois, parce qu'il faut l'incliner, round suivant vous le réutilisez, sur plusieurs rounds successifs vous l'utilisez, puis à un moment donné vous dites, il y a trop de fatalité dessus, l'intrigue va avancer, votre tour se termine, vous choisissez de ne pas dépenser de ressources, et donc le soutien se retrouve placé sous votre deck. Et vous n'avez plus à vous soucier des fatalités. L'autre, c'est le livre des abysses, et c'est un petit peu la même chose, voilà. Vous l'inclinez pour combattre avec votre force, votre intelligence ou votre volonté. Quand vous initiez cette attaque, vous pouvez mettre une fatalité sur le livre, jusqu'à un maximum de 3, et votre combat, vous le faites à plus X, et vous infligez plus X dégâts, où X c'est le nombre de fatalités. Et la même chose, quand il y en a trop, hop, on le fait passer sous la pioche. On peut aussi mentionner le Necronomicon, une carte de niveau 5 mais qui coûte 8 XP au total si on joue avec la liste des tabous. 6 secrets. Les secrets peuvent être utilisés pour différentes choses. Par exemple, vous dépensez vos 6 secrets, vous piochez un total de 6 cartes. Et puis une fois que vous avez fini d'utiliser tous les secrets, hop, ça passe sous votre pioche. Alors, vous mettez donc une carte qui coûte 1 XP ou 5 XP. Alors, oui, un truc sur lequel j'ai pas insisté, la version de niveau 5, elle est permanente. Là, vous avez une version qui vous coûte 1 XP, vous ne pouvez en mettre qu'un exemplaire dans votre deck, et il faut attendre de l'avoir, de le piocher et de pouvoir le jouer. Là, vous avez une carte qui commence en jeu. Voilà, c'est toujours très intéressant d'avoir une carte qui est permanente, mais généralement ça vous coûte cher en XP. Donc je disais donc, vous faites un deck, vous mettez cette carte là pour interagir avec les livres qu'il y a dans votre deck. Autant poursuivre cette idée et mettre d'autres cartes qui interagissent avec les livres. On a par exemple le talent fin limier, un des talents triclassés, qui au début de chaque round reconstitue ces deux ressources, et ces deux ressources là, elles peuvent servir soit pour payer les cartes, en l'occurrence là les cartes livres, soit pour pour booster ses valeurs de compétences quand on fait un test sur un soutien livre. Voilà, donc soit c'est pour booster vos tests, soit c'est pour réduire le coût des livres que vous jouez pour vous permettre le coût de la carte de bibliothèque. Voilà. Le documentaliste, quand il entre en jeu, cherche un soutien livre dans votre deck et ajoutez-le à votre main, mélangez votre deck. Pour rappel, la carte de bibliothèque, elle vous permet d'attacher un livre qui est dans votre main, il faut l'avoir dans la main. Le documentaliste va vous permettre d'aller le chercher. Par exemple, si c'est le Necronomicon qui vous coûte 8 XP, probablement vous n'en avez qu'un exemplaire dans votre deck. Voilà, le documentaliste, vous mettez une copie du Necronomicon, 2 copies du documentaliste. La bibliothécaire adjointe, un allié de niveau 1 qui coûte 1, réaction, après l'entrée en jeu de la bibliothécaire adjointe, renvoyez un soutien livre que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Jouez un soutien livre différent, par titre, depuis votre main en diminuant de 2 son coût. Et là, il y a un truc qui est intéressant, c'est que avec la carte de bibliothèque, vous pouvez faire entrer en jeu un livre qui a un coût élevé. Peu importe la version que vous utilisez. Vous
Vous profitez au maximum de ce livre. Je reprends l'exemple du Necronomicon, voilà. Vous utilisez ces 6 secrets. Maintenant, vous jouez la bibliothécaire adjointe. Vous remontez ce livre dans votre main. Vous jouez un autre soutien livre à coût réduit. Et à la fin de votre tour, placez le soutien attaché sous votre deck. Il n'y a plus de soutien attaché. Soit vous devez dépenser une ressource, soit placer le soutien attaché sous votre deck. Il n'y a plus de cartes attachées. Par contre, il y a une mention quand même. Si on a un effet forcé, quand le tour se termine, on doit faire l'un ou l'autre. Si on ne peut pas placer le soutien attaché sous le deck, parce qu'il n'y a plus de soutien attaché, on doit dépenser la ressource. Voilà. Et avant-dernière carte à mentionner, la plume de corbeau, donc une carte personnalisable. Quand on la met dans son deck, on nomme un livre ou un sort. Bon, là, on va choisir le livre. Et cette carte-là, quand on la joue, on l'attache au soutien nommé. Réaction, quand vous abandonnez ou que la partie se termine, soit vous cochez une case sur la fiche amélioration de la plume de corbeau, soit vous réduisez de 1 le coût en expérience pour améliorer le soutien attaché avant le prochain scénario. Donc cette carte-là vous permet soit de diminuer le coût d'amélioration du livre, soit, avec les améliorations, de booster le livre. Par exemple, vous gagnez plus à votre valeur de compétence lorsque vous effectuez des tests de compétences du soutien attaché. Ou par exemple, après avoir résolu une capacité action du soutien attaché, vous avez le droit d'incliner la plume de corbeau pour redresser un autre soutien que vous contrôlez. Et si je dis pas de bêtises, avec encre mélangée, vous avez un livre qui doit être incliné pour faire son action. Donc vous résolvez son action, par exemple un des 2 livres que j'ai montré qui prennent de la fatalité, puis vous inclinez la plume de corbeau et vous redressez le livre. Inclinez la plume de corbeau pour redresser un autre soutien. Un autre soutien, ça marche pas. Ça marche pas sur le soutien lui-même, mais ça peut marcher sur un autre. Donc si vous avez par exemple 2 copies du livre des abysses en jeu, vous utilisez le premier, puis vous utilisez le premier, puis vous utilisez le deuxième qui est attaché donc à la carte de librairie. Vous inclinez la plume de corbeau et vous redressez le premier. Je pense que ça marche. Et enfin, carte très 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 utile. Si vous avez carte de bibliothèque dans votre deck, le parchemin des secrets amélioré de version chercheur. Donc niveau 3, il coûte 1, il occupe un emplacement de main. Utilisation 3 secrets. Action. Si vous jouez avec la liste des tabous, c'est une capacité rapide. Inclinez le parchemin des secrets et dépensez un secret. Regardez les 3 quarts du dessous de n'importe quel deck investigateur ou du deck rencontre. Vous avez le droit de défausser une de ces cartes. Vous avez le droit d'ajouter une de ces cartes à la main de son propriétaire. Placez les cartes restantes soit au-dessus, soit sous le deck correspondant dans n'importe quel ordre. Et bien concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez mis en jeu un soutien livre. Vous l'utilisez et quand le tour se termine, soit vous êtes obligé de le mettre sous votre deck, soit vous le mettez sous votre deck parce que vous ne payez pas une ressource. Prochaine fenêtre de joueur, par exemple au début de la phase des ennemis, vous utilisez le parchemin des secrets, vous regardez les 3 quarts du dessous de votre deck, et parmi ces 3 cartes-là, il y a ce fameux livre. Vous le renvoyez dans votre main. Votre prochain tour, vous réutilisez la carte de bibliothèque, vous le mettez en jeu. Voilà, tout simplement. Et donc, l'effet le plus puissant, ça va être le plus puissant, je pense, oui quand même, ça va être par exemple avec le Necronomicon. Oui, il n'y a rien qui nécessite de l'incliner. Donc si vous choisissez par exemple l'effet qui a 3 secrets, à votre tour, j'arrive pas à m'y faire à cette formulation. Voilà, capacité gratuite, vous faites entrer le Necronomicon en jeu, avec la carte de bibliothèque. À 2 reprises, vous dites, je dépense 3 secrets, je découvre un indice dans n'importe quel lieu. Ok.
Fin de votre tour, il part sous votre pioche. Ensuite, fenêtre de joueur. Parchemin des secrets, vous le renvoyez dans votre main. Et donc, tour suivant, vous refaites la même chose. Et le résultat, alors, oui, il vous faut un total de 12 XP, si j'ai bien compté. 1 plus 8 plus 3, voilà, il vous faut un total de 12 XP. Et il va vous falloir probablement quelques cartes pour fiabiliser, notamment des cartes qui tuteur les livres, ou de manière générale les objets, donc je sais pas, 2 fois bibliothécaire, 2 fois sac à dos, 2 fois plume de corbeau, mais vous avez une combo qui vous dit à chaque tour, vous trouvez 2 indices dans n'importe quel lieu. Voilà, c'est extrêmement puissant. Et puis bon, je cite cet exemple, mais on peut citer tous les autres effets. On peut mentionner qu'avec le fil d'Ariane, pour une ressource, vous avez un secret supplémentaire par tour. Avec l'étudiant énigmatique, vous pouvez transférer des secrets. L'étudiant énigmatique, on peut le remonter dans sa main, le rejouer. On a accès aussi à de la fiction à la réalité. Chaque exemplaire peut donner jusqu'à 3 secrets. Voilà, sur une partie, vous avez plein d'indices gratuits, gratuits dans le sens sans test, ou plein de dégâts sans test, ou plein de pioches, ou plein de tests largement facilités. Voilà. Donc, je serais tenté de dire, voilà, si vous voulez faire un deck carte de bibliothèque extrêmement puissant, carte de bibliothèque version niveau 5, plus Necronomicon, plus Parchemin des secrets, plus bibliothécaire, plus sac à dos, la perfection vient de l'entraînement, fil d'Ariane, étudiant énigmatique, j'ai oublié le nom de ce vieux grimoire, voilà. Enfin, tout ce qui vous permet d'avoir cette combo du je prends des indices sans avoir réussi mes tests. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure, deuxième partie de la vidéo maintenant, cette carte-là est disponible aux investigateurs qui ont le trait miskatonique ou le trait érudit. Eh bien, il y a ces... Alors, pas tout à fait 13, parce que là, il y a un doublon, mais ça en fait, je dirais, 12. Ouais. Et donc, j'ai regardé. Alors, on note évidemment, assez logiquement, il y a essentiellement des chercheurs. Agatha Crane. Alors, dans toutes les vidéos sur les cartes de spécialistes, je vais pas détailler pour chaque investigateur, sinon ça prendrait trop de temps. Je vais détailler pour chaque investigateur pour lequel je pense que c'est particulièrement intéressant. Agatha Crane, elle veut faire un deck avec des événements sort ou perspicacité. Évidemment, elle peut mettre des livres, si les livres l'aident, notamment, le De Vermis Mysteris, pour jouer des événements puis ça défausse, ou elle peut jouer des livres qui font des effets de... divers et variés, notamment le vieux grimoire qui va tutorer des cartes, mais je pense pas qu'elle mérite plus que ça d'être évoquée. Amanda Sharp, c'est un petit peu pareil. Elle, on va a priori lui faire un deck plein de compétences notamment avec le trait entraîné. Donc oui, elle peut utiliser des livres, mais je pense pas qu'elle fasse un deck qui soit concentré sur les livres, au point d'avoir un intérêt à avoir la carte de bibliothèque. Alors par contre, Daisy Walker, c'est autre chose. Donc pour rappel, Daisy Walker, elle a une action supplémentaire pendant son tour qui ne peut être utilisée que pour activer une capacité d'action d'une carte livre. Voilà. Elle a un intérêt à avoir un certain nombre de livres dans son deck. Elle a son fourre-tout qui donne 2 emplacements de main supplémentaires qui ne peuvent être utilisés que pour contenir des livres. La carte de bibliothèque fait que le livre ne prend plus d'emplacement. Alors, à chaque fois, je m'embrouille j'oublie le résultat que je trouve, mais je crois qu'on peut faire un deck Daisy Walker qui a
Alors attendez, Daisy Walker, le fourre-tout, la carte de bibliothèque, l'allié Abigail quelque chose. Voilà. Et ça doit être le corps astral, quelque chose comme ça. Bon. Donc je dirais que maintenant, on peut faire un deck Daisy Walker avec 8 livres en jeu. Voilà. Si on peut avoir 8 livres en jeu, ça veut dire en comptant sa faiblesse perso. Donc ça veut dire qu'on va faire un deck avec 7 livres potentiellement. Certains de ces livres sont peut-être en 2 exemplaires. Donc on a quand même un quart, enfin on peut, c'est pas obligatoire, on peut avoir un quart de son deck qui a le trait livre. Donc voilà, je pense que c'est vraiment la meilleure investigatrice, je vais y arriver, pour utiliser la carte de bibliothèque. Et c'est logique, hein, c'est la bibliothécaire. Voilà, et quel livre je sais pas, tous. Voilà, ça dépend ce que vous faites comme deck. Si vous la jouez en soutien, ça peut être par exemple l'encyclopédie. Si vous la jouez en soutien, ça peut aussi être les ouvrages médicaux. Si vous faites un deck qui tuteur, ça peut être le vieux grimoire. Ça peut être des livres qui utilisent des secrets. Ça peut tous les livres auxquels elle a accès. On peut aussi mentionner Daisy Walker version parallèle. Alors elle a plus 1 de volonté, plus 1 de santé mentale pour chaque... Ah, plus 1 de santé mentale aussi. Je m'en souvenais plus. Pour chaque soutien-livre qu'elle contrôle. Et en action rapide... en capacité déclenchée, gratuite, elle peut résoudre une à la fois les capacités d'action des soutiens-livres qu'elle contrôle, sans payer d'action, mais une seule fois par partie. Et dans ses règles de construction, elle a accès à tous les livres qui existent dans le jeu. Voilà, tout simplement. Bon, par contre, ces autres règles de construction font qu'elle peut avoir, je dirais, de tête, que 6 livres en jeu, y compris sa faiblesse. Voilà, ça reste quand même beaucoup. Et quand on regarde tous les livres auxquels elle a accès, alors il y a les livres de chercheurs aussi, il y a pour commencer les livres de chercheurs, mais il y en a 2 livres de gardiens, des livres de mystique, ceux de niveau 3 ou plus, la version standard de Daisy n'y a pas accès, voilà. Et on peut mentionner par exemple l'Atlas astronomique, chez les mystiques de niveau 3, action rapide, inclinez l'Atlas astronomique, regardez la carte du dessus de votre deck, si ce n'est pas une faiblesse, attachez la face cachée à l'Atlas astronomique, maximum de 5 cartes attachées, capacité déclenchée, capacité gratuite, attribuez une carte attachée à l'Atlas astronomique à un test de compétence éligible, en cas de réussite, ajoutez cette carte à votre main au lieu de la défausser, limite d'une fois par test. Tiens, je viens d'y penser. Vous avez par exemple votre parchemin des secrets, vous renvoyez dans votre main votre Necronomicon, voilà, blablabla, vous avez le droit de défausser une carte, vous avez le droit d'ajouter une carte à la main du propriétaire et placez les cartes restantes soit au-dessus, soit sous le deck correspondant. Vous mettez sur le dessus de votre deck une bonne compétence, par exemple déduction. Vous utilisez l'Atlas astronomique, vous regardez la carte du dessus de votre deck. Ouais, c'est ça. Je vérifie. Ouais, c'est ça qui fait incliner. Donc, vous inclinez l'Atlas, vous regardez la carte du dessus de votre deck. Ah tiens, c'est déduction. Vous l'attachez à l'Atlas, vous faites une enquête, vous utilisez la deuxième capacité, vous attribuez cette déduction au test. Si vous réussissez le test, vous avez l'effet de la déduction, et la déduction va dans votre main. Deuxième enquête, vous réutilisez la déduction. Et vous pouvez comme ça vous faire un deck avec Parchemin des secrets, Vieux grimoire, Atlas astronomique, la perfection vient de l'entraînement et quelques compétences entraînées. Notamment... extatique de niveau 2, elle peut pas le mettre, la Daisy parallèle. Mais déduction, perception, analyse, des choses comme ça. Vous faites un deck
qui est assez similaire au deck Norman Weavers. Mais en plus avec la possibilité d'avoir votre Necronomicon chaque tour, hop, j'ai mes 2 indices gratuits. Voilà. Et puis Minty Fan, alors je vais reprendre dans l'ordre. Harvey Walters, ouais, joue pas forcément avec les livres. Kate Winthrop, elle veut plutôt des soutiens sciences ou outils. Lucius Galloway, lui, ce qu'il veut, c'est échapper largement. J'ai pas trop en tête de livres qui l'aideraient. Mandy Thompson, elle, ce qu'elle veut, c'est tutorer. Oui, comme livre qui tuteur, il y a le vieux grimoire. Sinon, il y a aussi un codex qui va chercher des ennemis dans le deck de rencontre. Je sais plus comment il s'appelle. On regarde les cartes du dessus deck rencontre, et si on en trouve une qui est identique à une carte en jeu, on peut défausser la carte en jeu. Voilà. Norman Weavers. Alors Norman Weavers, vu ses règles de construction, il n'a pas accès au parchemin des secrets chercheur de niveau 3. Par contre, il a accès au parchemin des secrets mystiques de niveau 3. Donc oui, éventuellement, je ne l'ai pas mentionné, mais bon, c'est une option. Rita Young, non. Agatha Crane, comme la version chercheur, bof. Et Kohaku Narukami, je vois pas. Et donc Minty Fan, je sais plus pourquoi je l'avais placé là. Je sais pas, peut-être si vous faites un deck... peut-être un deck parchemin des secrets. Ah oui, voilà. Si, Mandy Thompson, il y a aussi... Je vais y arriver. Minty Fan. Avec le parchemin des secrets, elle peut défausser un des soutiens livres qu'elle voit sous le dessous de la pioche. Ensuite, elle utilise récup. Elle réussit une enquête de 2 ou plus. Elle prend un soutien objet, en l'occurrence un objet livre. Elle le met dans sa main. Et ensuite, elle utilise la carte de bibliothèque pour le faire entrer en jeu depuis sa main. Voilà. Bon, deuxième carte. Rêve d'argile. Une compétence de niveau 1. Un icône libre. Trait inné et augure. Deck artiste, clairvoyant, rêveur ou interprète uniquement. Attribue uniquement un test de compétence requis par une traîtrise. Si ce test est réussi, mettez en jeu Rêve d'argile dans votre zone de jeu au lieu de la défausser. Réaction, quand vous piochez une traîtrise non péril du deck rencontre, retirez Rêve d'argile de la partie, annulez son effet révélation et défaussez-la. Donc, une compétence qui ne sert que pour les tests sur les traîtrises. Si vous ratez le test, vous ne tirez aucun bénéfice de Rêve d'argile. Si vous réussissez, vous mettez cette compétence en jeu. Et quand vous piochez une traîtrise non péril, peu importe laquelle, vous retirez de la partie cette carte qui vous a déjà aidé à réussir un test de compétence, et vous annulez l'effet révélation. Ok. De la carte rencontre. Et vous la défaussez. Bon. Alors, que dire ? Donc, vous utilisez cette carte dans un premier temps pour réussir un test de compétence sur une carte, et ensuite pour complètement ignorer un effet révélation. Alors là, il y a une remarque intéressante, c'est les investigateurs qui ont une stat très élevée et une stat très basse. Par exemple, Gloria Goldberg, qui a 5 en volonté et 1 en agilité. Grâce à ces compétences-là, par exemple, Gloria Goldberg, elle pioche un reste pourrissant, elle dit « je suis à 5 contre 3, j'attribue Rêve d'argile, je suis à 6 contre 3, et si j'ai une carte en jeu, par exemple le Saint-Rosaire, je suis carrément à 7 contre 3, si je joue en standard, la réussite est quasiment garantie. » Et cette réussite-là fait que j'aurai plus tard la possibilité d'ignorer une carte rencontre et celle que je veux, vu que la réaction n'est pas forcée. Donc j'attends, là il dit dans son exemple, j'attends la carte traîtrise qui me fait tester mon agilité. Et comme j'ai une très faible valeur d'agilité, je dis non, au lieu de la résoudre,
je retire de la partie rêve d'argile et je ne résous pas cette traîtrise. Donc vous profitez que vous réussissez facilement les tests contre certaines traîtrises pour vous affranchir des autres. Voilà, c'est intéressant. Je trouve que ça fait un peu penser à Tu ne m'auras pas deux fois. Rapide, à jouer quand vous devriez défausser une carte traîtrise après avoir résolu ses effets. Mettez en jeu Tu ne m'auras pas deux fois dans votre zone de menace et attachez-y la traîtrise. Réaction, quand n'importe quel investigateur pioche un exemplaire de la traîtrise attachée, défaussez Tu ne m'auras pas deux fois, annulez l'effet révélation de cette carte. Donc Tu ne m'auras pas deux fois, c'est j'ai résolu une traîtrise, j'ignore le prochain, enfin, la personne qui pioche le prochain exemplaire de cette traîtrise l'ignore. Voilà. Mais Tu ne m'auras pas deux fois, il faut que ça soit deux fois la même. Et à noter, j'ai fait une vidéo là-dessus. Tu ne m'auras pas deux fois, c'est très bon dans un deck Diana Stanley. L'aspect compétence pour gérer les cartes rencontres, ça faut aussi penser à l'œil de la vérité. Une carte chercheur de niveau 5, 4 icônes libres. Si ce test de très entraîné, si ce test de compétence est requis par une traîtrise et qu'il est réussi, ajoutez cette traîtrise à la pile de victoire et attachez-lui l'œil de la vérité. Tant que l'œil de la vérité est attaché, il confère ses icônes de compétence à tout test requis par des exemplaires de la traîtrise attachée. Donc 1+4 pour gérer une traîtrise, et ensuite le même +4 pour gérer toutes les traîtrises qui ont le même nom. Mais là encore une fois, bon, certes c'est qu'un +1, mais c'est aussi que niveau 1, et c'est n'importe quelle autre traîtrise. Bon, bien évidemment, une traîtrise vous gêne, vous pouvez jouer le sort de protection. Sauf que le sort de protection, on en a que 2, faut l'avoir en main. Faut l'avoir en main au bon moment. Rêve d'argile, potentiellement, vous l'utilisez au deuxième round, lors de la première phase de mythe, et vous la retirez de la partie au 15e round. Voilà. Donc il y a vraiment cet aspect, je le garde sous le coude pour quand j'en ai besoin. Et les chercheurs aussi, pour rappel, ils ont le Dr Malleson, notamment la version de niveau 2. Réaction, quand un investigateur pioche une carte rencontre du deck rencontre, inclinez le Dr William T. Malleson et placez un de vos indices sur votre lieu. Cet investigateur pioche une autre carte du dessus deck rencontre, choisit une de ces deux cartes pour la résoudre et annule et défausse l'autre. Voilà donc le Dr William T. Malleson, il vous dit, je ne résous pas la première traîtrise, mais celle des deux premières qui me convient le mieux. Voilà. Alors, deck artiste, clairvoyant, rêveur ou interprète uniquement, c'est notamment des mystiques. Et donc Lucius Galloway, encore une fois, bof, je vois pas trop... je trouve pas que ça soit une carte qui lui soit particulièrement destinée. Patrice Feuway, ouais, je sais pas, bof, j'ai rien trouvé. Séphina Rousseau, rien à dire. Alors Gloria Goldberg, justement depuis... je l'avais prévu, si, pardon. Patrice Feuway aussi, il faudra que je dise un truc sur elle après. Oui, donc Gloria Goldberg, on fait un deck qui manipule le deck de rencontre. On va choisir quelle traîtrise on veut défausser, lesquelles on veut garder. Et donc on va garder les traîtrises qu'on gère le plus facilement. Donc ça sera facile de réussir le test auquel on attribuera Rêve d'argile. Et ça veut dire que plus tard, si, mettons, vous jouez en duo, vous regardez les 2 cartes, ou même vous regardez les 3 cartes du dessus deck rencontre avec divination, vous dites, j'en défausse, 3, donc avec Gloria Goldberg ça passe à 4, vous savez que vous pouvez en défausser une, mais il y en a 3 que vous devez laisser sur le dessus du deck rencontre. Malheureusement, sur les 3, il y en a 2 qui sont gênantes, et vous dites, c'est pas un problème parce que j'ai en jeu Rêve d'argile, donc je vais piocher une traîtrise, j'ai du mal ce matin,
je vais quand même résoudre une traîtrise qui est pénible. Enfin, je vais m'attribuer une traîtrise qui est pénible, mais grâce à Rêve d'Argile, je m'en affranchis. Jacques Liefenfein, elle a l'avantage que, avec sa manipulation des pions KO, elle augmente ses chances de réussite. Donc elle augmente ses chances de réussite au moment où il faut qu'elle réussisse le test de Rêve d'Argile. Et plus tard, un test qui est vraiment trop dur à réussir, elle dit « m'en fous, je sacrifie Rêve d'Argile et je garde ma capacité pour plus tard ». Voilà, Jim Culver, Luke Robinson, Marie Lambeau ou Lola Ice, je vois rien de spécial à dire. Patrice Afaway, ce qu'il y a, c'est que Rêve d'Argile, ça le trait inné, et aussi augure. Donc elle va l'attribuer à des tests sur des traîtrises. Et je suis en train de relire bien la carte. Alors, l'effet n'est pas optionnel, donc si elle réussit le test, elle doit mettre Rêve d'Argile dans sa zone de jeu. Par contre, si elle rate le test, Rêve d'Argile va dans des fosses, mais grâce au trait inné, elle peut le récupérer avec Véritable Survivant. Donc elle diminue le risque que Rêve d'Argile ne serve à rien. Voilà. Allez, le petit bilan, que je retrouve ma ligne, voilà. Carte de bibliothèque de niveau 1 ou de niveau 5. Alors niveau 1 ou niveau 5, un aspect c'est est-ce que je tiens à maintenir longtemps ce soutien-livre en jeu. Le deuxième aspect c'est est-ce que le livre que je veux attacher à carte de bibliothèque est tellement puissant que je veux avoir la certitude d'avoir la carte de bibliothèque dès le début de la partie. Voilà, c'est ce qui déterminera si vous mettez la version de niveau 1 ou la version de niveau 2. Et puis, l'idéal c'est quand même l'investigateur pour qui c'est taillé, c'est Daisy Walker. Mais il y a d'autres investigateurs qui peuvent l'avoir, et pour moi la carte, elle, surtout de niveau 5, que je la retrouve, si vous dépensez 5 XP pour cette carte-là, moi je vous dis, vous allez à fond dans le deck livre avec plein de combos, et notamment avec le parchemin des secrets de niveau 3, ce qui fait que votre soutien livre il part sous la pioche, vous en foutez, parce qu'au prochain round, vous l'avez de nouveau dans votre main. Et donc vous avez votre livre super puissant qui entre en jeu chaque tour, ou moins fréquemment, mais en tout cas, il entre en jeu, vous l'épuisez s'il a des utilisations, et dès qu'il est épuisé, sous la pioche, dans votre main, en jeu, vous l'épuisez, et vous faites le cycle encore et encore. C'est extrêmement puissant. Rêve d'Argile... Ouais, je sais pas. C'est un outil. C'est intéressant. Ça vous protège un peu du deck de rencontre, mais je sais pas comment dire. L'effet efficace, c'est sûr. Quand vous en avez besoin, vous êtes super content de l'avoir, mais je trouve pas ça enthousiasmant. Encore une fois, pour moi, c'est le syndrome de la 31e carte. Je fais ma liste de decks, je me dis ça serait bien que je le mette dans mon deck, et puis à un moment donné, après avoir retiré toutes les cartes un petit peu superflues, j'ai une liste de decks, il y a 31 cartes, dont Rêve d'Argile, et je retire Rêve d'Argile parce que je veux conserver les 30 autres. Voilà, donc à voir si peut-être que dans 3 ans, je n'aurai toujours pas joué cette carte. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Prochaine vidéo normalement demain. Alors j'ai un petit peu de retard, on est mercredi aujourd'hui, et cette vidéo j'aurais dû la mettre en ligne lundi. Donc soit au lieu de faire de lundi à vendredi, je fais de mercredi à dimanche, soit 1 ou 2 jours dans la semaine, je mettrai 2 vidéos, on verra. En tout cas, d'ici la prochaine fois, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, 2 bonnes parties. Au revoir.